24 heures de la vie d'une femme. Lorsque sur la hauteur nous traversâmes lentement un tout petit hameau, il tira poliment son chapeau d'un geste subit. Je fus étonnée. Qui saluait-il là, lui, un étranger parmi des étrangers? Il rougit légèrement à ma question et me dit presque en s'excusant que nous étions passés devant l'église et que chez lui, en Pologne, comme dans tous les pays strictement catholiques, on avait l'habitude dès l'enfance de se découvrir devant chaque église et devant chaque sanctuaire. Ce beau respect devant les choses de la religion m'émut profondément. En même temps, je me rappelais cette croix dont il m'avait parlé et je lui demandais s'il était croyant. Lorsque, avec une mine un peu honteuse, il me avouait modestement qu'il espérait sa part de salut, une pensée me vint soudain. « Arrêtez !» criai-je au cocher, et je descendis vite de la voiture. Il me suivit, surpris, en disant « Où allons-nous » Je répondis seulement « Venez avec moi ». Je retournai accompagnée par lui vers l'église, petit sanctuaire campagnard construit en briques. Dans la pénombre, les murs intérieurs apparaissaient, badigeonnés de chaux, gris et nus. La porte était ouverte, de sorte qu'un cône de lumière jaune se découpait nettement dans l'obscurité où l'ombre dessinait en bleu les contours d'un petit hôtel. Deux bougies nous regardaient d'un œil voilé, dans les crépuscules imprégnés d'un chaud parfum d'encens. Nous entrâmes. Il ôta son chapeau, plongea la main dans le bénitier purificateur, se signa et ploya le genou. Et à peine se fut-il relevé que je le saisis par le bras. « Venez !» fis-je énergiquement. « Allons vers un hôtel ou vers une de ces images qui vous sont sacrées. Vous allez y prononcer le serment que je vais vous dire. » Il me regarda, étonné, presque effrayé. Mais ayant vite compris, il s'approcha d'une niche où était une statue, fit le signe de croix et s'agenouilla docilement. « Répétez après moi, » fis-je, en tremblant moi-même d'émotion. « Répétez après moi. »« Je jure. »« Je jure. » répéta-t-il, puis je continuai. « Que je ne prendrai jamais plus part à un jeu de hasard, de quelque nature qu'il soit, et que je n'exposerai plus ma vie et mon honneur à cette passion. » Il répéta ces paroles en tremblant. Avec force et netteté, elles résonnèrent dans le vide absolu du lieu. Puis il y eut un moment de silence, si grand que l'on pouvait entendre au dehors le léger bruissement des arbres et des feuilles où le vent passait. Et soudain, il se prosterna comme un pénitent, et il prononça avec une extase toute nouvelle pour moi, en langue polonaise, très vite et sans interruption, des paroles que je ne comprenais pas. Mais ce devait être une prière extatique, une action de grâce, un acte de contrition, car cette confession tempétueuse courbait sans cesse sa tête, humblement, par-dessus l'appui du prie-dieu. Toujours plus passionné se répétaient les sons étrangers, et c'était toujours avec plus de véhémence qu'une même parole jaillissait de sa bouche avec une indicible ferveur. Jamais auparavant, et jamais depuis lors, je n'ai entendu prier de la sorte dans aucune église au monde. Ses mains étreignaient nerveusement le prie-dieu en bois. Tout son corps était secoué par un ouragan intérieur, qui parfois le soulevait brusquement, et parfois l'accablait dans une prosternation profonde. Il ne voyait ni ne sentait plus rien. Tout en lui semblait se passer dans un autre monde, dans un purgatoire de la métamorphose ou dans un élan vers la sphère du sacré. Enfin, il se leva lentement, se signa encore et se retourna avec peine. Ses genoux tremblaient. Son visage était pâle comme celui de quelqu'un qui est épuisé. Mais lorsqu'il me vit, son œil rayonna. Un sourire pur et véritablement pieux éclaira sa figure transportée. Il s'approcha de moi, s'inclina très bas, à la russe, et saisit mes deux mains pour les toucher respectueusement du bout des lèvres. « C'est Dieu qui vous a envoyé vers moi. Je viens de l'en remercier. » Je ne savais que dire. Mais j'aurais souhaité que, soudain, du haut de sa petite estrade, l'orgue se mit à retentir, car je sentais que j'avais réussi en tout. Cet homme, je l'avais sauvé pour toujours. Nous sortîmes de l'église pour revenir dans la lumière radieuse et ruisselante de cette journée digne du mois de mai. Jamais le monde ne m'avait paru si beau. Pendant 2 heures encore, nous suivîmes en voiture, lentement, jusqu'au sommet de la montagne, le chemin panoramique, qui à chaque tournant offrait une nouvelle vue. Mais nous ne dîmes plus rien. Après cette effusion du sentiment, toute parole semblait faible. Et lorsque mon regard atteignait par hasard le sien, je me sentais obligée de le détourner avec confusion. C'était pour moi une émotion trop grande que de voir mon propre miracle. Vers 5 heures de l'après-midi, nous rentrâmes à Monte-Carlo. J'avais alors un rendez-vous avec des parents qu'il ne m'était plus possible de différer. Et à vrai dire, je désirais profondément une pause, une détente à cette violente exaltation de mon sentiment. Car c'était trop de bonheur. Je sentais qu'il me fallait une diversion à cet état d'extase et d'ardeur excessive, comme je n'en avais jamais connu de semblable dans mon existence. Aussi, je priai mon protégé de venir avec moi à l'hôtel, seulement pour un instant. Là, dans ma chambre, je lui remis l'argent nécessaire pour le voyage et pour dégager la parure.
nous convînmes que pendant mon rendez-vous, il irait prendre son billet au chemin de fer. Puis le soir, à 7 heures, nous nous rencontrerions dans le hall de la gare une demi-heure avant le départ du train, qui, par gêne, le ramènerait chez lui. Lorsque je voulais lui tendre les 5 billets de banque, ses lèvres devinrent d'une pâleur singulière. « Non, pas d'argent, je vous en prie, pas d'argent !» fit-il entre ses dents, tandis que ses doigts tremblants se rétractaient nerveux et agités. « Pas d'argent, je ne puis pas le voir !» répéta-t-il encore une fois, comme physiquement terrassé par la crainte et le dégoût. Mais j'apaisai son scrupule en disant que ce n'était qu'un prêt et que, s'il se sentait gêné, il n'avait qu'à m'en donner un reçu. « Oui, un reçu !» murmura-t-il en détournant les yeux. Il froissa les billets de banque comme quelque chose de gluant qui salit les doigts. Il les mit dans sa poche sans les regarder et il écrivit sur une feuille de papier quelques mots en traits précipités. Lorsqu'il leva les yeux, la sueur perlait à son front. Quelque chose semblait lutter violemment pour sortir de son être. À peine m'eut-il remis nerveusement ce bout de papier qu'il fut saisi d'un grand tremblement par tout le corps. Et soudain, malgré moi, je me reculai effrayé. Il tomba à genoux et baisa l'ourlet de ma robe. Geste indescriptible. Sa véhémence sans pareil me fit trembler de part en part. Un étrange frisson me parcourut. Je fus toute troublée et je ne pus que balbutier. « Je vous remercie d'être si reconnaissant. Mais je vous en prie, maintenant partez. Ce soir, à 7 heures, dans le hall de la gare, nous prendrons congé l'un de l'autre. » Il me regarda. Un éclat attendri mouillait son regard. Je crus qu'il voulait me dire quelque chose. Pendant un instant, il eut l'air de chercher à s'approcher de moi. Mais ensuite, il s'inclina encore une fois profondément, très profondément, et il quitta la chambre. De nouveau, Mrs. C. interrompit son récit. Elle s'était levée et elle était allée à la fenêtre. Elle regarda dehors et resta debout longtemps, sans bouger. Je voyais comme un léger tremblement dans la silhouette de son dos. Brusquement, elle se retourna avec fermeté. Ses mains, jusqu'alors calmes et indifférentes, eurent tout à coup un mouvement violent, un mouvement tranchant, comme si elle voulait déchirer quelque chose. Puis elle me regarda durement, presque avec audace, et elle reprit d'un seul coup. « Je vous avais promis d'être entièrement sincère. Et je m'aperçois combien nécessaire était cette promesse. Car c'est à présent seulement, en m'efforçant de décrire pour la première fois d'une manière ordonnée tout ce qui s'est passé dans cette heure-là, et en cherchant les mots précis pour exprimer un sentiment qui alors était tout replié et confus, c'est maintenant seulement que je comprends avec netteté beaucoup de choses que je ne savais pas alors. Ou que peut-être je ne voulais pas savoir. C'est pourquoi je veux dire, à moi-même comme à vous, la vérité, avec énergie et résolution. Alors, à cette heure-là, quand le jeune homme quitta la chambre et que je restais seule, ce fut comme un évanouissement qui s'empara lourdement de moi. J'eus la sensation d'un coup venant frapper mon cœur. Quelque chose m'avait fait un mal mortel, mais je ne savais pas, ou bien je refusais de savoir, de quelle manière l'attitude à l'instant si attendrissante et pourtant si respectueuse de mon protégé m'avait blessée si douloureusement. Mais aujourd'hui que je m'efforce de faire surgir tout le passé du fond de moi-même, comme une chose inconnue avec ordre et énergie, et que votre présence ne tolère aucune dissimulation, aucune lâche échappatoire d'un sentiment de honte, aujourd'hui je le sais clairement. Ce qui alors me fait tant de mal, c'était la déception. La déception, que ce jeune homme fût parti si docilement, sans aucune tentative pour me garder, pour rester auprès de moi. Qu'il eût obéi humblement et respectueusement à ma première demande l'invitant à s'en aller, au lieu d'essayer de me tirer violemment à lui. Qu'il me vénéra uniquement comme une sainte apparue sur son chemin, et qu'il ne sentit pas que j'étais une femme. Ce fut pour moi une déception que je ne m'avouais pas, ni alors ni plus tard. Mais le sentiment d'une femme, c'est tout, sans parole et sans conscience précise. Car maintenant je ne m'abuse plus. Si cet homme m'avait alors saisi, s'il m'avait demandé de le suivre, je serais allée avec lui jusqu'au bout du monde. J'aurais déshonoré mon nom et celui de mes enfants. Indifférente au discours des gens et à la raison extérieure, je me serais enfuie avec lui, comme cette Madame Henriette avec le jeune Français que, la veille, elle ne connaissait pas encore. Je n'aurais pas demandé ni où j'allais, ni pour combien de temps. Je n'aurais pas jeté un seul regard derrière moi sur ma vie passée. J'aurais sacrifié à cet homme mon argent, mon nom, ma fortune, mon honneur. Je serais allée mendier, et probablement il n'y a pas de bassesse au monde à laquelle il ne m'eût amené à consentir. J'aurais rejeté tout ce que dans la société on nomme pudeur et réserve. Si seulement il s'était avancé vers moi,
en disant une parole ou en faisant un seul pas. S'il avait tenté de me prendre à cette seconde, j'étais perdue et liée à lui pour toujours. Mais je vous l'ai déjà dit, cet être singulier ne jeta plus un regard sur moi, sur la femme que j'étais. Et combien je brûlais de m'abandonner toute. Je ne le sentis que lorsque je fus seule avec moi-même. Lorsque la passion qui, un instant auparavant, exaltait encore son visage illuminé et presque séraphique, fut retombée obscurément dans mon être et se mit à palpiter dans le vide d'une poitrine délaissée. Je me levai avec peine. Mon rendez-vous m'était doublement désagréable. Il me semblait que mon front était surmonté d'un casque de fer lourd et oppressant, sous le poids duquel je chancelais. Mes pensées étaient décousues et aussi incertaines que mes pas, lorsque je me rendis enfin à l'autre hôtel, auprès de mes parents. Là, je restais assise, morne au milieu d'une causerie animée, et j'éprouvais un sentiment d'effroi chaque fois que par hasard je levais les yeux et que je rencontrais ces visages inexpressifs qui, comparés à l'autre, animés comme par les ombres et les lumières d'un jeune nuage, me paraissaient glacés ou recouverts d'un masque. Il me semblait être au milieu de personnes mortes. Si terriblement dépourvue de vie était cette société. Et tandis que je mettais du sucre dans ma tasse et que je disais quelques mots, l'esprit absent, toujours au-dedans de moi-même, surgissait comme sous la pensée brûlante de mon sang. Cette figure dans la contemplation était devenue pour moi une joie ardente, et que, pensée effroyable, dans 1 ou 2 heures, je verrais pour la dernière fois. Sans doute, malgré moi, j'avais poussé un léger soupir ou un gémissement, car soudain la cousine de mon mari se pencha vers moi pour me demander ce que j'avais et si je ne me trouvais pas bien, car j'avais l'air toute pâle et toute soucieuse. Cette question inattendue fut vite saisie par moi comme l'occasion de déclarer aussitôt qu'effectivement je souffrais d'une migraine, et je demandai la permission de me retirer discrètement. Ainsi rendue à moi-même, je rentrai en toute hâte à mon hôtel. À peine y fus-je et m'y trouvai-je seule que, de nouveau, j'éprouvai un sentiment de vide et d'abandon, et que le désir d'être auprès de ce jeune homme que je devais quitter aujourd'hui pour toujours m'étreignit avec fureur. J'allais et venais dans ma chambre. J'ouvrais sans motif des tiroirs, je changeais de costume et de ruban, pour me retrouver brusquement devant le miroir, me demandant d'un œil inquisiteur si, ainsi paraît, je ne pourrais pas attacher son regard sur moi. Subitement, je me compris. Faire tout pour ne pas le quitter. Et dans 1 seconde, toute de véhémence, ce désir devint une résolution. Je courus trouver le portier de l'hôtel, lui annonçant que je partais aujourd'hui même par le train du soir. Et maintenant, il s'agissait de faire vite. Je sonnai la femme de chambre pour qu'elle m'aidât à préparer mes bagages, car le temps pressait. Tandis qu'avec une commune hâte, nous entassions à qui mieux dans les malles, les vêtements et les menus objets usuels, je me représentais par avance tout ce que serait cette surprise. Comment je l'accompagnerais jusqu'au train, et lorsqu'au dernier ou tout dernier moment il me tendrait déjà la main pour l'adieu final, comment je suivrais brusquement dans le wagon, le jeune homme étonné, pour être avec lui cette nuit-là, la nuit suivante, et tant qu'il me voudra. Une sorte d'ivresse ravie et enthousiaste tourbillonnait dans mon sein. Parfois je riais très fort, à l'improviste, tout en jetant les robes dans mes malles, au grand étonnement de la femme de chambre. Mon esprit, je le sentais, n'était plus dans son assiette. Lorsque le commissionnaire vint pour prendre les malles, je le regardais d'abord d'un air de surprise. Il m'était trop difficile de penser aux choses positives, tandis que l'exaltation faisait déborder entièrement mon âme. Le temps pressait. Il pouvait être près de 7 heures. Il restait tout au plus 20 minutes jusqu'au départ du train. Je me consolais en songeant que ce n'était plus à une séparation et à un adieu que j'allais, puisque j'étais résolue à l'accompagner dans son voyage, tant qu'il me le permettrait. Le commissionnaire prit mes malles et je me précipitai au bureau de l'hôtel pour acquitter ma note. Déjà le gérant me rendait l'argent. Déjà j'étais prêtée à sortir, lorsqu'une main toucha délicatement mon épaule. Je sursautai. C'était ma cousine qui, inquiète de mon prétendu malaise, était venue me voir. Mes yeux s'obscurcirent. Je n'avais vraiment que faire d'elle. Chaque seconde de délai signifiait un retard fatal. Cependant, la politesse m'obligeait à l'écouter et à lui répondre, au moins pendant un moment. « Il faut que tu te couches, insista-t-elle. À coup sûr, tu as de la fièvre. » Et c'était fort possible, car je sentais mes tempes battre avec une extrême violence, et parfois passer sur mes yeux ces ombres bleues qui annoncent l'approche d'un évanouissement. Mais je protestais. Je m'efforçais d'avoir l'air reconnaissante, tandis que chaque parole me brûlait et que j'aurais aimé repousser d'un coup de pied cette sollicitude si inopportune. Mais l'indésirable personne restait toujours. Elle m'offrit de l'eau de Cologne et voulut elle-même m'en rafraîchir les tempes, pendant que moi je comptais les minutes, que ma pensée était pleine du jeune homme et que je cherchais un prétexte quelconque pour échapper à ses soins torturants. Et plus je devenais inquiète, plus je lui paraissais suspecte.
C'est presque avec rudesse que finalement elle voulu m'obliger à aller dans ma chambre et à me coucher. Alors, au milieu de ces exhortations, je regardais soudain la pendule, qui était au milieu du hall. Il était 7h25 et le train partait à 7h35. Brusquement, d'un trait avec la brutale indifférence d'une désespérée, je tendis la main à ma cousine, sans autre explication, en disant « Adieu, il faut que je parte ». Et sans me soucier de son regard de stupéfaction, sans me retourner, je me précipitai vers la porte de sortie, sous les yeux étonnés des employés de l'hôtel, puis je courus dans la rue vers la gare. À la gesticulation animée du commissionnaire qui attendait là avec les bagages, je compris déjà de loin qu'il était temps. Avec une fureur aveugle, je m'élançai vers la grille d'accès au quai. Mais là, l'employé m'arrêta. J'avais oublié de prendre mon billet. Et pendant que, presque avec violence, j'essayais de l'amener à me laisser malgré tout aller jusqu'à la voie, le train déjà se mettait en marche. Je regardais fixement, en tremblant de tous mes membres, pour saisir au moins encore un regard de l'une des fenêtres des wagons, au moins un geste d'adieu, un salut. Mais par suite de la marche rapide du train, il ne m'était plus possible d'apercevoir son visage. Les voitures roulaient toujours plus vite, et au bout d'une minute, il ne resta plus devant mes yeux obscurcis qu'un nuage de fumée noire. Sans doute je restais là comme pétrifiée. Dieu sait combien de temps, car le commissionnaire m'avait vainement adressé la parole à plusieurs reprises avant d'oser toucher mon bras. Ce dernier geste me fit tressauter de frayeur. Il me demanda s'il devait remporter les bagages à l'hôtel. Il me fallut quelques minutes pour me ressaisir. Non, ce n'était pas possible. Après ce départ ridicule et plus que précipité, je ne pouvais plus y revenir. Je ne le voulais pas, jamais plus. Aussi, impatiente d'être seule, je lui ordonnai de mettre les bagages à la consigne. Ce n'est qu'ensuite, au milieu de la cohue sans cesse renouvelée des gens qui se pressaient bruyamment dans le hall et dont le nombre peu à peu diminua, que j'essayai de réfléchir. De réfléchir avec clarté au moyen d'échapper à cette douloureuse et atroce obsession de colère, de regret et de désespoir. Car, pourquoi ne pas l'avouer, l'idée d'avoir par ma propre faute manqué cette dernière rencontre me déchirait le cœur, avec une acuité brûlante et impitoyable. J'aurais presque crié, tellement me faisait mal cette lame d'acier chauffée à blanc qui pénétrait en moi, toujours plus implacable. Seuls, peut-être les gens absolument étrangers à la passion connaissent, en des moments tout à fait exceptionnels, ces explosions soudaines d'une passion semblable à une avalanche ou à un ouragan. Alors, des années entières de force non utilisées se précipitent et roulent dans les profondeurs d'une poitrine humaine. Jamais auparavant, et jamais par la suite, je n'éprouvais une telle surprise et une telle fureur d'impuissance qu'en cette seconde où, prête à toutes les extravagances, prête à jeter d'un seul coup dans l'abîme toutes les réserves d'une vie bien administrée, toutes les énergies contenues et accumulées jusqu'alors, je rencontrai soudain, devant moi, un mur d'absurdité, contre lequel ma passion venait inutilement buter. Ce que je fis ensuite ne pouvait qu'être absurde également. C'était une folie, même une bêtise. J'ai presque honte de vous le raconter. Mais je me suis promis et je vous ai promis de ne rien vous sceller. Je cherchais à le retrouver. C'est-à-dire, j'essayais d'évoquer chaque moment que j'avais passé avec lui. J'étais attirée violemment vers tous les endroits où la veille nous avions été ensemble. Vers le banc du jardin public, d'où je l'avais entraîné. Vers la salle de jeu, où je l'avais vu pour la première fois. Et même jusque dans cet hôtel borgne, simplement pour revivre encore une fois le passé. Et le lendemain, je voulais parcourir en voiture le même chemin le long de la corniche, afin que chaque parole, chaque geste pût encore une fois revivre en moi. Tellement insensé, tellement puérile était la confusion de mon âme. Mais songez que ces événements s'étaient abattus sur moi comme la foudre. Je n'avais guère senti autre chose qu'un coup brusque, un coup unique qui m'avait étourdi. Mais maintenant, brutalement sorti de ce tumulte, je voulais encore une fois revivre, pour en jouir rétrospectivement, bribe par bribe, ces émotions fugitives, grâce à cette façon magique de se tromper soi-même que nous apprenons les souvenirs. À vrai dire, ce sont là des choses que l'on comprend ou que l'on ne comprend pas. Peut-être faut-il avoir un cœur brûlant pour les concevoir. Ainsi, je me rendis d'abord dans la salle de jeu pour chercher la table où avait été sa place et pour y revoir, par l'imagination, parmi toutes ses mains, les siennes. J'entrai. La table où je l'avais aperçue pour la première fois était, je le savais bien, celle de gauche, dans le second salon. Je revoyais chacun de ses gestes avec précision. Comme une somnambule, les yeux fermés et les mains tendues, j'aurais retrouvé sa place. J'entrai donc et traversai aussitôt la salle. Et là, lorsque, après avoir franchi la porte, mon regard se fut tourné vers cette foule bruyante, il se produisit quelque chose de singulier. Là, exactement à l'endroit que je m'étais représenté, là, il se trouvait assis. Hallucination de la fièvre. Lui-même, en personne, lui exactement tel que je venais de le voir en songe, exactement tel qu'il était la veille, les yeux fixement dirigés sur la boule, blême comme un spectre. Mais lui, indéniablement lui,
Je fus sur le point de crier. Si grand était mon effroi. Mais je contins ma frayeur devant cette vision insensée, et je fermai les yeux. « Tu es folle, tu rêves, c'est la fièvre !» me disais-je. « C'est absolument impossible, tu es hallucinée. Il est parti d'ici en chemin de fer il y a une demi-heure. » Alors je rouvris les yeux. Mais horreur! Exactement comme avant, il était assis là en chair et en os, indéniablement. J'aurais reconnu ces mains-là parmi des millions d'autres. Non, je ne rêvais pas, c'était bien lui. Il n'était pas parti comme il me l'avait juré. L'insensé était resté. Il avait porté ici, au tapis vert, l'argent que je lui avais donné pour rentrer chez lui. Et, oubliant tout dans sa passion, il était venu le jouer à cette table, tandis que mon cœur au désespoir se brisait pour lui. Un sursaut de tout mon être me poussa en avant. La fureur remplit mes yeux. Une fureur enragée dans laquelle je voyais rouge, un désir de saisir à la gorge le parjure qui avait si misérablement trompé ma confiance, mon sentiment, mon dévouement. Mais je me contraignais encore. Avec une lenteur voulue, quelle énergie ne me fallait-il pas, je m'approchai de la table juste en face de lui. Un monsieur me fit place poliment. 2 mètres de drap vert étaient entre nous deux, et je pouvais, comme au théâtre du haut d'un balcon, observer tout à mon aise son visage, ce même visage que 2 heures auparavant, j'avais vu rayonner de gratitude, illuminé par l'auréole de la grâce divine, et qui maintenant était redevenu la proie frémissante de tous les feux infernaux de la passion. Les mains, ces mains que cet après-midi encore j'avais vu étreindre pour le plus sacré des serments le bois du prie-dieu, elles agrippaient à présent de nouveau, en se crispant, l'argent qui était autour d'elles, comme des vampires luxurieux. Car il avait gagné. Il devait avoir gagné une forte, très forte somme. Devant lui brillait un amas confus de jetons, de louis d'or et de billets de banque, un pêle-mêle de choses placées n'importe comment dans lesquelles les doigts, ses doigts nerveux et frémissants, s'allongeaient et se plongeaient avec volupté. Je les voyais tenir et plier en les caressant les divers billets, retourner et palper amoureusement les pièces de monnaie, et ensuite, brusquement, en saisir une poignée et la jeter sur l'un des rectangles. Et aussitôt, les narines recommençaient à frémir par intervalles. L'appel du croupier détournait du tas d'argent ses yeux brillants de cupidité, qui suivaient le mouvement furibond de la boule. Mais il était comme arraché à lui-même, tandis que ses coudes paraissaient littéralement cloués au tapis vert. La possession dont il était victime se manifestait d'une façon encore plus terrible et plus effrayante que la veille. Car chacun de ces mouvements assassinait en moi l'image brillante comme sur un fond d'or que j'avais emporté avec crédulité et qui m'habitait. Nous respirions donc, à 2 mètres l'un de l'autre. Je le regardais fixement sans qu'il s'aperçût de ma présence. Il ne levait les yeux ni sur moi ni sur personne. Son regard glissait seulement du côté de l'argent et vacillait avec inquiétude en observant la boule qui roulait. Ce cercle vert et furibond accaparait et affolait tous ses sens. Le monde entier, l'humanité entière s'était fondue, pour lui, dans ce rectangle de drap tendu. Et je savais que je pourrais rester là des heures et des heures sans qu'il ne se doutât seulement de ma présence. Mais je ne pus y tenir davantage. Dans une brusque résolution, je fis le tour de la table. J'allai derrière lui, et ma main saisit brusquement son épaule. Son regard chavira. Pendant une seconde, il me dévisagea, les prunelles vitreuses, et comme quelqu'un qu'on ne connaît pas, absolument pareil à un ivrogne qu'on a de la peine à secouer de son sommeil, et dont les yeux sont encore brouillés par les vapeurs grises et fumeurs qu'il a en lui. Puis il sembla me reconnaître. Sa bouche s'ouvrit en tremblant. Il me regarda d'un air heureux et balbutia tout bas, avec une familiarité où il y avait à la fois de l'égarement et du mystère. « Ça marche bien. Je l'ai senti tout de suite en entrant et en voyant qui il était là. Je l'ai senti tout de suite. » Je ne compris pas ce qu'il voulait dire. Je remarquai seulement que le jeu l'avait enivré, que cet insensé avait tout oublié, son sermon, son rendez-vous, l'univers et moi. Mais même dans cet état de possession, la lueur d'extase qu'il venait d'avoir en me voyant était si séduisante que, malgré moi, je suivis le mouvement de ses paroles, et que je lui demandai avec intérêt de quoi il voulait parler. « Du vieux général russe qui est là, qui n'a qu'un bras, » murmura-t-il en se pressant tout contre moi pour que personne n'entendît le secret magique. « Là, celui qui a des côtelettes blanches et un laquais derrière lui. Il gagne toujours. Hier déjà je l'ai remarqué. Il a sans doute une martingale, et je joue toujours comme lui. Hier aussi il a toujours gagné. Seulement j'ai commis la faute de continuer à jouer lorsqu'il est parti. Ce fut ma faute. Hier il doit avoir gagné 20 000 francs, et aujourd'hui aussi il gagne chaque fois. Maintenant je mise toujours d'après lui. Maintenant. » Au milieu de sa phrase, il s'interrompit brusquement, car le croupier cria son ronflant « Faites vos jeux !» Et son regard se détourna, comme aimanté, dévorant la place où était assis grave et paisible le russe à barbe blanche, qui posa avec circonscription d'abord une pièce d'or, puis après un moment d'hésitation, une seconde sur le 4e rectangle. Aussitôt, les mains brûlantes qui étaient devant moi plongèrent dans le tas d'argent et jetèrent une poignée de pièces d'or au même endroit.
Et lorsqu'une minute après le croupier grilla 0 et que son râteau balaya d'un seul mouvement tournant toute la table, le jeune homme regarda stupéfait, comme si c'était un miracle, tout cet argent qui s'en allait. Vous penserez peut-être qu'il s'était retourné vers moi. Non, il m'avait complètement oublié. J'étais disparue, perdue, effacée de son existence. Tous ses sens exacerbés étaient fixés sur le général russe, qui, complètement indifférent, tenait dans sa main 2 nouvelles pièces d'or, incertain encore du numéro sur lequel il les placerait. Je ne saurais vous décrire mon amertume, mon désespoir, mais vous pouvez imaginer ce que je ressentais. Pour un homme à qui l'on a donné toute sa vie, n'être pas plus qu'une mouche, qu'une main indolente, chasse avec lassitude. De nouveau, une vague de fureur enragée passa sur moi. J'étreignai son bras avec tant de violence qu'il sursauta. « Vous allez vous lever tout de suite !» lui murmurai-je tout bas, mais d'un ton d'autorité. « Rappelez-vous le sermon que vous avez fait aujourd'hui dans l'église, misérable parjure que vous êtes !» Il me regarda, touché et tout pâle. Ses yeux prirent soudain l'expression d'un chat battu. Ses lèvres tremblèrent. Il sembla se rappeler brusquement tout le passé et être saisi par une sorte d'horreur de lui-même. « Oui, oui, bégaya-t-il. Oh mon Dieu, oui, je viens, pardonnez-moi. » Et déjà sa main rassemblait tout l'argent. Rapidement d'abord, avec des mouvements larges et énergiques, mais ensuite avec une indolence de plus en plus grande, et comme s'il eût été retenu par une force contraire. Son regard était retombé sur le général russe, qui précisément était en train de miser. « Un moment encore !» fit-il en jetant très vite 5 pièces d'or sur le même rectangle. « Rien que cette seule partie. Je vous jure qu'ensuite je m'en irai. Rien que cette seule partie. Rien que... » Et de nouveau sa voix expira. La boule avait commencé à rouler, l'emportant dans son mouvement. De nouveau le possédé venait de m'échapper. S'était échappé à lui-même, entraîné par la giration de la boule minuscule qui sautait et bondissait dans la cuvette polie. Le croupier cria un numéro. Le râteau agrippa devant lui les 5 pièces d'or. Il avait perdu. Mais il ne se retourna pas. Il m'avait oublié, ainsi que son serment, ainsi que la parole qu'il venait de me donner une minute auparavant. Déjà sa main avide plongeait en se crispant dans le tas d'argent diminué, et son regard ivre était entièrement accaparé par son vis-à-vis porte-bonheur qui magnétisait sa volonté. Ma patience était à bout. Je le secouai encore une fois, mais maintenant avec violence. « Levez-vous immédiatement. À l'instant même, vous avez dit que ce serait la dernière partie. » Alors se produisit quelque chose d'inattendu. Il se retourna soudain. Cependant, le visage qui me regardait n'était plus celui d'un homme humble et confus, mais celui d'un furieux, ivre de colère, dont les yeux brûlaient et dont les lèvres frémissaient de rage. « Fichez-moi la paix !» rugit-il comme un tigre. « Allez-vous-en, vous me portez malheur. Toujours, quand vous êtes là, je perds. Ça a été le cas hier, et aujourd'hui encore. Allez-vous-en !» Je fus un moment comme sidéré, mais ensuite, devant sa folie, ma colère déborda elle aussi. « Je vous porte malheur, moi !» l'apostrophiai-je. « Menteur, voleur, vous qui m'avez juré !» Mais je m'arrêtai là, car l'enragé bondit de sa place et me poussa en arrière, indifférent au tumulte qui s'élevait. « Fichez-moi la paix !» s'écria-t-il d'une voix forte, sans aucune retenue. « Je ne suis pas sous votre tutelle. Voici votre argent !» Et il me jeta quelques billets de 100 francs. « Mais maintenant, laissez-moi tranquille. » Il avait crié cela très fort, comme un fou, indifférent à la présence des centaines de gens qui étaient autour de lui. Tout le monde regardait, chuchotait, insinuait des choses, riait, et même de la salle voisine s'approchaient de nombreux curieux. Il me semblait que l'on m'arrachait mes vêtements et que j'étais là toute nue, devant ces gens pleins de curiosité. « Silence, madame, s'il vous plaît !» dit une voix forte et autoritaire, le croupier, en frappant sur la table avec son râteau. C'était à moi que s'adressaient les paroles de ce médiocre personnage. Humiliée, couverte de honte, j'étais là, disposée à cette curiosité murmurante et chuchotante, comme une prostituée à qui l'on vient de donner de l'argent. 200, 300 yeux insolents étaient là à me dévisager. Et comme en m'écartant, courbant le dos sous cette averse immonde d'humiliation et de honte, je tournai les regards de côté. Voici que devant moi, je rencontrais 2 yeux que la surprise rendrait presque tranchants. C'était ma cousine qui me regardait d'un air égaré, la bouche ouverte et la main levée comme sous l'effet de la terreur. Cela me donna comme un coup de fouet. Avant qu'elle ait pu bouger, se remettre de sa surprise, je me précipitai hors de la salle. J'eus encore assez de force pour aller tout droit jusqu'au banc, le même banc où la veille, ce possédé s'était effondré. Et aussi faible, aussi épuisé et brisé que lui, je me laissai tomber sur le bois dur et impitoyable. Il y a maintenant 24 ans de cela. Et cependant, quand je pense à ces moments où j'étais là, fustigée par ces insultes, sous les yeux de 1000 inconnus, mon sang se glace dans mes veines.
et je sens de nouveau avec effroi quelle substance faible, misérable et lâche doit être ce que nous appelons avec emphase l'âme et l'esprit, le sentiment, la douleur. Puisque tout cela, même à son plus haut paroxysme, est incapable de briser complètement le corps qui souffre, la chair torturée. Puisque malgré tout, le sang continue de battre et que l'on survit à de telles heures, au lieu de mourir et de s'abattre, comme un arbre frappé par la foudre. La douleur ne m'avait rompu les membres que pour un moment, le temps de recevoir le choc. De sorte que je tombais sur ce banc, hébété, à bout de souffle avec, pour ainsi dire, l'avant-goût voluptueux de ma mort nécessaire. Mais je viens de le dire, toute souffrance est lâche. Elle recule devant la puissance du vouloir vivre qui est ancrée plus fortement dans notre chair que toute la passion de la mort ne l'est dans notre esprit. Chose inexplicable à moi-même, après un tel écrasement des sentiments, je me relevais malgré tout, à vrai dire sans savoir que faire. Et soudain je me rappelais que mes malles étaient à la gare. Dès lors, je n'ai plus qu'une pensée. Partir, partir, partir d'ici, simplement partir, loin de cet établissement maudit, infernal. Je courais à la gare sans faire attention à personne. Je demandai l'heure du premier train pour Paris. À 10h, me dit l'employé, et aussitôt je fis enregistrer mes bagages. 10h. Il y avait donc exactement 24 heures depuis cette affreuse rencontre. 24 heures tellement remplies par une tempête qui avait déchaîné les sentiments les plus insensés que mon âme en était brisée pour toujours. Mais d'abord, je ne sentis qu'une seule parole dans ce rythme éternellement martelé et vibrant. Partir, partir, partir. Les pulsations de mes tempes enfonçaient sans cesse comme un petit coin ce mot-là dans ma tête. Partir, partir, partir. Loin de cette ville, loin de moi-même. Rentrer chez moi, retrouver les miens, ma vie d'autrefois, ma vie véritable. Je passais la nuit dans le train. J'arrivais à Paris. Là, j'allais d'une gare à l'autre et directement je gagnais Boulogne. Puis je me rendis de Boulogne à Douvres, de Douvres à Londres et de Londres chez mon fils. Tout cela avec la rapidité d'un vol, sans réfléchir, sans penser à rien. Pendant 48 heures, sans dormir, sans parler, sans manger. 48 heures pendant lesquelles toutes les roues ne faisaient que répéter en grinçant ce mot-là. Partir, 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 partir. Lorsque, enfin, sans être attendu par personne, j'entrai dans la maison de campagne de mon fils, tout le monde eut un moment d'effroi. Il y avait sans doute dans mon être, dans mon regard, quelque chose qui me trahissait. Mon fils s'avança pour m'embrasser. J'eus un mouvement de recul devant lui. La pensée m'était insupportable qu'il touchât des lèvres que je considérais comme souillées. J'écartai toute question. Je demandais seulement un bain, car c'était un besoin pour moi de purifier mon corps, abstraction faite de la crasse du voyage, de tout ce qui paraissait encore y rester attaché de la passion, de se posséder, de cet homme indigne. Puis je me traînai jusque dans ma chambre et je dormis pendant 12 ou 14 heures d'un sommeil de bête ou de pierre, comme je n'en ai jamais eu ni avant, ni depuis, un sommeil qui m'a appris ce que c'est d'être couché dans un cercueil et d'être mort. Ma famille s'inquiétait pour moi comme pour une malade. Mais leur tendresse ne réussissait qu'à me faire mal. J'avais honte. J'étais honteuse de leur respect, de leur prévenance. Et je devais sans cesse me surveiller pour ne pas leur crier soudain comment je les avais tous trahis, oubliés, presque abandonnés, sous le coup d'une passion folle et insensée. Ensuite, je me rendis dans une petite ville française, au hasard, où je ne connaissais personne, car j'étais poursuivie par l'obsession que tout le monde pouvait, à mon aspect, au premier coup d'œil, s'apercevoir de ma honte et de mon changement, tellement je me sentais trahie et salie jusqu'au plus profond de l'âme. Parfois, en m'éveillant le matin dans mon lit, j'avais une crainte terrible d'ouvrir les yeux. Le souvenir m'assaillait brusquement de cette nuit où je m'éveillais soudain à côté d'un inconnu, d'un homme demi-nu, et alors, tout comme la première fois, je n'avais plus qu'un seul désir, celui de mourir aussitôt. Malgré tout, le temps a un grand pouvoir, et là j'amortis de façon étrange tous les sentiments. On sent qu'on est plus près de la mort. Son ombre tombe, noire sur le chemin. Les choses paraissent moins vives. Elles ne pénètrent plus aussi profond, et elles perdent beaucoup de leur puissance dangereuse. Peu à peu, je me remis du choc éprouvé. Et quand, de longues années après, je rencontrai un jour en société l'attaché de la légation d'Autriche, un jeune Polonais, et qu'à une question que je lui posais sur ma famille, il me répondit qu'un fils de l'un de ses cousins, précisément, s'était suicidé 10 ans auparavant à Monte-Carlo, je ne sourcillais même pas. Cela ne me fit presque plus mal. Peut-être même, pourquoi nier son égoïsme, cela me fit-il du bien. Car ainsi disparaissait tout danger de le rencontrer encore. Je n'avais plus contre moi d'autres témoins que mon propre souvenir. Depuis, je suis devenue plus paisible. Vieillir n'est au fond pas autre chose que n'avoir plus peur de son passé. Et maintenant, vous comprendrez pourquoi je me suis décidée brusquement à vous raconter ma destinée. Lorsque vous défendiez Madame Henriette et que vous souteniez passionnément que 24 heures pouvaient changer complètement la vie d'une femme, je me sentis moi-même visée par ces paroles.
Je vous étais reconnaissante parce que pour la première fois, je me sentais, pour ainsi dire, confirmée. Et alors j'ai pensé que peut-être en libérant mon âme par l'aveu, le lourd fardeau et l'éternelle obsession du passé disparaîtraient et que demain, il me serait peut-être possible de revenir là-bas et de pénétrer dans la salle où j'ai rencontré ma destinée, sans avoir de haine ni pour lui, ni pour moi. Alors la pierre qui pèse sur mon âme sera soulevée. Elle retombera de tout son poids sur le passé et il empêchera de ressurgir encore une fois. Cela me fait du bien d'avoir pu vous raconter cela. Je suis maintenant soulagée, mais presque joyeuse. Je vous en remercie. À ces mots, je m'étais levée soudain, voyant qu'elle avait fini. Avec un peu d'embarras, je cherchais à dire quelque chose. Mais elle s'aperçut sans doute de mon émotion. Et rapidement, elle coupa court. Non, je vous en prie, ne parlez pas. Je ne voudrais pas que vous me répondiez ou me disiez quelque chose. Soyez remerciés de m'avoir écouté. Et faites bon voyage. Elle était debout en face de moi, et elle me tendit la main en manière d'adieu. Sans le vouloir, je regardais son visage. Il me parut singulièrement attendrissant. Le visage de cette vieille dame qui était là devant moi, affable et en même temps légèrement gênée. Était-ce le reflet de la passion éteinte? Était-ce la confusion qui soudain colorait d'une rougeur inquiète et croissante ses joues jusqu'à la hauteur de ses cheveux blancs? Toujours est-il qu'elle était là, comme une jeune fille, pudiquement troublée par le souvenir et rendue honteuse par son propre aveu. Émue malgré moi, j'éprouvais un vif désir de lui témoigner par une parole ma déférence. Mais mon gosier se serra. Je m'inclinai profondément et baisai avec respect sa main fanée, qui tremblait un peu comme un feuillage d'automne.